Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai entendu parler du syndrome de l'imposteur. Je mangeais avec une copine en attendant les débuts de notre cours de chant il y a une dizaine d'années et je me revois très bien penser quand elle a évoqué le sujet, mais de quoi elle parle? Je ne connaissais absolument pas ce syndrome. Et quand, un peu timidement, je lui ai dit que je ne savais pas ce que c'était, j'étais loin d'imaginer que son explication allait changer ma vie, parce que je venais de découvrir que ce mal-être dont je souffrais depuis toujours avait un nom. Et surtout que je n'étais pas la seule à le ressentir. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal d'actrice méconnue, celui où je vous parle de mon imposteur à moi. En toute honnêteté, je ne saurais pas dire quand ce sentiment est apparu. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été petite, une personne particulièrement confiante. J'ai beaucoup souffert très jeune de refus, de moqueries et parfois de méchanceté de la part de mes camarades. J'étais souvent perçue comme quelqu'un de bizarre, de différent, peut-être aussi à cause de ma double nationalité, ce qui était assez rare à l'époque dans les petits villages de montagne où j'ai grandi. Je n'étais pas comme les autres. Et pendant longtemps, j'ai vu ça comme un défaut, jusqu'au jour où j'ai appris que c'était une richesse. J'ai toujours été quelqu'un de très souriant. Enfin, adolescence à part, où sourire était vu presque comme une faiblesse. Donc, je cachais ma vraie nature derrière une façade de tough girl, du haut de mon 1m60 et de mes 47 kilos pour me fondre dans la masse. C'était de la survie. Mais malgré ma grande sensibilité, j'ai toujours eu une vraie force de caractère. Ça, je peux l'avouer. Après les pleurs et les déceptions, j'ai réussi à me relever à chaque fois, même si ce n'était pas toujours évident. Je pense que je dois cela à plusieurs choses. Au sport de haut niveau que j'ai pratiqué durant toute ma jeunesse, qui, avec ses bons et ses mauvais côtés, m'a appris la discipline, l'humilité et la persévérance. Des qualités qui me sont précieuses aujourd'hui dans la vie, mais surtout dans ce métier, où les non sont la norme et les oui l'exception. Et aussi à ma famille, qui a toujours été pour moi un refuge. Ils m'ont toujours accepté pour ce que je suis. Et quand j'ai voulu me lancer dans l'acting, plutôt que me freiner comme beaucoup de parents feraient, ils m'ont encouragée en payant mes études et en accueillant avec enthousiasme chacun de mes projets. Et pour cela, je ne pourrais jamais les remercier assez. Mais toutes ces chutes, toutes ces expériences, tous ces petits chocs laissent des traces, des failles. Et quand elles s'accumulent, elles peuvent finir par créer un vide. Et mon vide à moi, il se situe là, dans la confiance. Ou plutôt dans le manque de confiance en moi. Très tôt, j'ai ressenti ce besoin de plaire, ce besoin du regard des autres, ce besoin d'approbation, au point qu'il a fini par prendre toute la place. Je ne savais même plus si moi je me plaisais, tellement j'étais perdue au milieu de tous ces rôles que j'essayais d'incarner au quotidien. Si j'obtenais une réussite dans quelque chose, il m'était impossible de me dire que je l'avais mérité. Je disais toujours que c'était de la chance, que j'étais au bon endroit au bon moment, que c'était sûrement une erreur ou que j'étais un second choix. J'étais en auto-sabotage constant. Si quelqu'un venait me voir jouer dans une pièce et me disait qu'il avait aimé, je ne pouvais pas m'empêcher de parler des erreurs que j'avais faites et d'insister dessus. Au début, je pensais être la seule à agir de cette manière. Mais en réalité, je connais plus de personnes qui manquent de confiance en soi que de personnes qui, au contraire, se sentent bien dans leur basket. Mais c'est difficile de se rendre compte de ces agissements tant qu'on n'y est pas confronté. Souvent par un tiers. Je me souviens par exemple très clairement d'une fois où mes parents sont venus me voir jouer dans une comédie musicale qui me tenait particulièrement à cœur. Mon partenaire de jeu était un comédien-chanteur déjà bien installé dans le métier avec de très beaux projets derrière lui. Et moi, j'étais extrêmement impressionnée de jouer à ses côtés. Dans ma tête, c'était clair. Je n'étais pas à la hauteur. J'étais nulle, j'allais être ridicule. C'était tellement ancré en moi que dès que j'ouvrais la bouche pour chanter, je chantais faux, alors que c'était des notes vraiment pas difficiles. Je n'endormais pas la nuit. La peur me paralysait. Le grand jour de la première est arrivé et mes parents ont adoré. Ils étaient super fiers. Et moi, pendant tout le trajet de retour, je n'ai fait que répéter que c'était normal parce que c'était mes parents et qu'ils n'étaient pas objectifs. Que je faisais tâche à côté de ce comédien-chanteur. Je ne m'accordais même pas le bénéfice du doute. Et aujourd'hui, je suis persuadée que cette attitude m'a fait perdre des opportunités. Des rôles. Parce qu'à force de ne pas croire en moi, les gens ont fini par croire la même chose. Parce que quand on entre dans une pièce pour une audition ou un entretien de travail et que notre corps crie silencieusement « Ne me prenez pas, je ne suis pas la personne qu'il vous faut », est-ce que vous miseriez dessus? Est-ce que vous prendriez le risque de l'embaucher? Très sincèrement, moi non. Un changement était donc nécessaire. Un jour, par hasard, j'ai assisté à une masterclass qui m'a beaucoup marquée.
où quelqu'un a dit « Si tu te considères comme moins que rien, les autres finiront par te voir comme ça ». Et ça m'a fait un choc, parce qu'effectivement, dans mon métier, le talent ne fait pas tout. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui se dénigre en permanence, qui se plaint, qui ne met en lumière que ses défauts. Parce que c'est ça que les gens finissent par voir, pas tout le reste. Pas tout ce qu'il y a de beau. La preuve, je connais des comédiens qui ne sont pas forcément parfaits techniquement, mais qui ont une carrière incroyable, simplement parce qu'ils ont confiance en eux. Et cette confiance les rend lumineux sur scène. Ils rayonnent parce qu'ils acceptent leurs faiblesses et les transforment en force. Mais figurez-vous que même si à l'époque cette phrase m'avait fait un choc, ça m'a pris presque 8 ans pour intégrer réellement ce concept. L'an dernier, j'étais arrivée à un point de non-retour, un point où je me suis donné un ultimatum. Soit tu changes la manière de te voir en te faisant aider, soit tu abandonnes. Et puisque ce métier est vital pour moi et qu'abandonner n'est pas une option, j'ai décidé de me faire aider. J'ai entrepris un grand parcours pour apprendre à me connaître et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. Bien sûr, on ne change pas du tout au tout du jour au lendemain. Des mécanismes ancrés depuis presque 30 ans ne disparaissent pas en quelques mois de thérapie. Mais croyez-moi, si je vous dis que je ne me sens plus la même personne. Le regard que je pose sur moi aujourd'hui est nettement plus bienveillant. Je me sens apaisée dans un sens, et certaines choses qui me paraissaient d'une importance capitale sont devenues presque banales à mes yeux. J'arrive désormais à me focaliser sur ce qui est bon pour moi et pas néfaste. De plus, j'ose davantage passer à l'action et concrétiser mes idées créatives. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder une vidéo, n'est-ce pas? Figurez-vous que ce projet de chaîne YouTube, je l'avais depuis 2018 et je ne me suis lancée qu'en 2025. Et encore, très timidement, en restant en surface, parce que je n'osais pas assumer le concept jusqu'au bout. Mais en 2026, je me suis dit, soit tu fais les choses bien et tu vas au bout de ton idée, soit tu arrêtes. Et puisque j'aime profondément faire des vidéos, voilà où on en est. J'ai aussi observé des changements dans mon métier, dans la manière qu'ont les gens de me regarder, puisque je n'ai jamais eu autant de propositions de travail aussi diverses et variées que cette année. Alors oui, je n'en suis qu'à la pointe de l'iceberg. Mais chaque jour, je sens que je fais un pas de plus vers la personne que je souhaite devenir. Je ne veux plus que ma valeur soit déterminée par le regard des autres, mais par moi-même. Ceci dit, je ne pense pas que mon imposteur me quittera un jour. Mais je pense que je vais apprendre à lui accorder de moins en moins d'espace, à l'accueillir avec bienveillance lorsqu'il pointe le bout de son nez, mais à réussir à le remettre à sa place. Une place utile, une place qui questionne, mais qui ne freine plus.